7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et aujourd'hui, le Conseil régional de la Guadeloupe s'est réuni en séance plénière à Basse-Terre pour discuter des grandes orientations budgétaires de l'année 2025. Dans un contexte économique mondial incertain, marqué par des crises environnementales et sociales, la collectivité a réaffirmé son engagement en faveur d'investissements ambitieux. Une enveloppe de 206 millions d'euros est prévue pour des projets structurants, incluant la modernisation des infrastructures routières, la réhabilitation des collèges et la promotion d'un développement durable. Les élus ont également insisté sur le renforcement des actions de solidarité, notamment en matière d'insertion sociale et de soutien aux personnes vulnérables. Tout de suite, le reportage d'Olivier Félix. Pendant les 2-3 dernières années, nous avons énormément investi, plus de 350 millions du jamais vu pour une région Guadeloupe. Nous avons accompagné toutes les communes de Guadeloupe de gros travaux. Hier, vous l'avez vu, un peu tout ce que nous avons fait à Vieux Habitants, la construction d'écoles dans les communes, les stades. La région a beaucoup accompagné les communes, qu'aujourd'hui, les communes se portent mieux, se portent bien. Aujourd'hui, nous avons privilégié 4 gros investissements. La déviation de la Boucan qui sera une priorité, la reconstruction de Bainbridge et l'hippodrome et la faculté de médecine. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, il faut le dire, nous avons beaucoup fait. Beaucoup accompagné en matière de transport. Au moment où on payait 10 euros pour Pointe-à-Pitre de Basse-Terre, aujourd'hui c'est 3 euros. 6 millions que la région Guadeloupe prend sur ses comptes, sans compter le transport à Marie-Galante. Donc nous sommes vraiment très satisfaits. C'est vrai, la situation financière de l'État est difficile. Il y a une stabilité politique au niveau national, mais nous tenons bon. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous allons un peu dégrader notre capacité de remboursement qui était de 5,3 à 8,9. Mais comme je le dis, dans l'intérêt des Guadeloupéens, je peux même monter à 11. Ce qui est important, c'est que les Guadeloupéens voient ce que la région Guadeloupe fait. En matière de formation, vous avez entendu, ils ont parlé de Guadeloupe Formation. Guadeloupe Formation, c'est un bras armé de la région. Mais la région est sur ses compétences en matière de formation avec nos partenaires. Il y a France Travail, il y a Fort, il y a l'armée, il y a bien d'autres. C'est 8437 formations dans l'année. C'est le directeur de France Travail qui le dit. L'emploi a augmenté de 65 000 chômeurs, nous sommes passés à 40 000 parce qu'il y a eu des aides, l'accompagnement des entreprises avec la RIS, avec la REDA. Au moment où l'État français demande aux entreprises de rembourser le prêt garanti État, la région qui avait fait des prêts à des entreprises à hauteur de 8 millions l'a transformé en subvention pour soutenir et soulager les entreprises de la Guadeloupe. Nous sommes sur la bonne voie, on continue à travailler. Dégrader la situation financière de la région dans l'intérêt des Guadeloupéens, voir ce que nous faisons pour moi, c'est une bonne chose. En matière d'eau, nous ne sommes pas compétents. On a beaucoup fait en matière d'eau. On a beaucoup fait en matière de santé pour les cliniques, les hôpitaux, le scanner, l'IRM que nous avons accompagné. Donc voilà, je suis content de ce que nous faisons. Je remercie le personnel de la région, les agents de la région qui s'investissent matin, midi et soir. Donc non, nous sommes bien. Je n'ai pas à rougir là-dessus. On revient sur nos compétences et les choses iront bien. 160 millions d'investissements quand même, c'est toujours très important. Et avant nous, c'était 125 millions d'investissements. Donc on continue à travailler. Et comme l'a dit le DGS, c'est vrai, d'ici 3-4 ans, on a près d'un tiers des agents de la région qui partiront à la retraite. Cette masse salariale va descendre. Eh bien oui, ça c'est important pour moi, le bien-être des agents de la région Guadeloupe. Et poursuivons avec ce mot sur la sécurité routière. La Guadeloupe fait face à une situation alarmante en matière de sécurité routière, avec 54 décès enregistrés en 2024. Lors des assises régionales de la sécurité routière tenues aujourd'hui, le préfet Xavier Lefort a souligné que 90% des victimes sont des hommes et que le comportement à risque tel que l'alcool, les stupéfiants et la vitesse excessive sont impliqués dans 80% des accidents mortels. Les participants ont débattu de la mise en place d'un plan général de sécurité routière visant à sensibiliser la population et à renforcer les contrôles sur nos routes. Tout de suite, un reportage de Maxime Morel.
L'objectif, c'est qu'on sorte de la spirale actuelle de la violence routière. Voilà. On a une année 2023 et encore plus 2024 qui ont été des années dramatiques. 54 morts l'année dernière sur les routes en Guadeloupe, 756 blessés. Voilà, c'est un constat terrible. C'est des vies brisées, c'est des familles endeuillées, c'est des gens qui vont devoir se reconstruire après des accidents de la route et on ne peut pas en rester là. L'objectif de ce matin, c'est vraiment de sonner la mobilisation générale de tous les acteurs de la sécurité routière ici en Guadeloupe, l'État, les collectivités, la police, la gendarmerie. Le problème de la route en Guadeloupe, c'est un problème de comportement. Comportement, quand on regarde effectivement, d'abord 90% d'hommes, 10% de femmes. Parce que je dis toujours, à ma connaissance, il n'y a pas les routes des femmes et les routes des hommes. Donc c'est bien un problème de comportement et pas un problème d'infrastructure routière. Il faut vraiment prendre conscience que sur la route, je suis responsable de ma sécurité, je suis responsable de la sécurité des autres. Des slogans, c'est de la sécurité routière, c'est tous responsables. Ça a été rappelé par monsieur le préfet. Donc les bonnes idées, elles doivent venir de tout le monde et c'est l'exercice que l'on mène, c'est justement de faire participer la société civile, les associations, les entreprises à porter, on va dire, ce sujet sur le devant de la scène. Il y a 6 ateliers qui vont se dérouler sur la journée, 3 ce matin et 3 cet après-midi, sur les thématiques on va dire, que nous avons déjà eu à traiter lors des assises de 2022 qui concourent à réfléchir aux enjeux de la sécurité routière, donc sur la santé, sur le risque routier professionnel, sur les outils de communication, sur l'éducation au niveau premier degré, second degré, au niveau des étudiants, sur la formation au permis de conduire également. On va travailler sur un plan en matière de sécurité routière. Voilà. C'est l'éducation, c'est les ateliers, c'est travailler sur les conduites addictives, c'est travailler vis-à-vis des publics jeunes, c'est travailler en matière de communication, c'est passer par l'éducation, le rectorat est pas loin, à l'éducation à la sécurité routière. Voilà, je pense qu'il faut aussi que ça commence jeune, pas attendre d'avoir 18 ans ou 17 ans ou 16 ans pour conduire, ça commence au collège, la sensibilisation à la sécurité routière. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là et c'est ça dont on va débattre aujourd'hui. Et poursuivons avec un bel anniversaire. Le CREPS Antilles-Guyane fête ses 60 ans. Le Centre de ressources d'expertise et de performance sportive Antilles-Guyane célèbre ses 60 ans d'existence. Depuis sa création, l'établissement a contribué au développement du sport en Guadeloupe, formant de nombreux athlètes de haut niveau. Pour marquer cet anniversaire, le CREPS a dévoilé un nouveau logo symbolisant son engagement renouvelé envers l'excellence sportive et la formation. Un reportage signé Grégory Laps. Les 60 ans du CREPS, ça va être un événement, une année riche en événements, avec d'abord cette conférence de presse de lancement, avec le logo, présentation du logo événementiel qui va accompagner toute la communication, tous les visuels du CREPS sur cette année. Et puis il y aura un certain nombre d'événements qui vont rythmer l'année, avec la participation d'une équipe du CREPS au relais interentreprises. Il y aura également des événements pour la mise en valeur des athlètes qui ont marqué le sport guadeloupéen et le sport international, parce qu'on en a quelques-uns quand même, il faut pas l'oublier. Il y aura également des conférences, des débats, des remises de récompenses. Et puis en octobre, la participation, un stand sur Octobre Rose. Et puis on va ponctuer l'année avec un gala de fin d'année, ce sera en fin novembre, pour marquer cette année 2025. Le CREPS, ça représente énormément pour moi, notamment depuis que j'étais jeune, je venais au CREPS pour les sélections et autres. Et maintenant, ça fait 6 ans que je travaille pour la Ligue guadeloupéenne de football et je suis au pôle espoir qui se trouve au CREPS. Donc, toutes ces choses m'ont permis maintenant d'accepter du moins d'être le parrain des 60 ans du CREPS. En plus, ça tombe dans mes 60 ans. Donc, c'est encore tout bonus. Le CREPS, sur l'Olympiade précédent, était centre de préparation aux Jeux. Et là, nous cherchons à nous faire connaître au maximum dans le bassin, même si nous avons déjà des relations avec les pays de la Caraïbe, mais pour être, base avancée, base arrière, mais en tout cas, compter dans la préparation pour les Jeux de 2028. Mais les infrastructures que nous avons aujourd'hui sont en capacité d'accueillir les meilleurs athlètes mondiaux s'ils veulent venir se préparer pour Los Angeles 2028. C'est vraiment le top niveau. C'est ce qui se fait de mieux, d'être dans une structure de haut niveau, une structure où on peut travailler, je dirais, dans la tranquillité au-delà des résultats.
et de travailler dans des conditions optimales. Donc, c'est important d'avoir une structure comme ça. Et puis, je pense que les gens qui y sont aussi sont d'une certaine compétence et c'est obligé à travers les diplômes, à travers tout ce qui se passe au CREPS, les formations et puis bien sûr les jeunes qui s'entraînent tous les jours pour que demain on puisse parler de la Guadeloupe. Et gageons qu'avec une telle structure, nous aurons encore de nombreux champions de haut niveau qui porteront bien haut les couleurs de la Guadeloupe. Dans le cadre d'un café thématique sur la mobilité durable organisé par Synergie, chercheurs, concessionnaires et acteurs du transport se sont réunis pour discuter du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire. L'objectif est de faciliter la transition vers une mobilité plus propre en augmentant le nombre d'infrastructures disponibles pour les usagers. C'est Maxime Morel qui nous en dit plus dans ce reportage. Les cafés thématiques, c'est une occasion pour les acteurs de la mobilité durable de se rassembler et d'échanger sur des sujets clés parce que je pense qu'on a besoin de ce lieu où chacun se rassemble pour échanger, partager, échanger des informations, connaître les différents projets, les actualités et qu'on avance ensemble vers une mobilité durable sur le territoire. Je trouve que les journées de synergie, pour nous en tout cas universitaires, nous permettent d'être en contact un peu avec la réalité du territoire et du coup ça relie un peu nos formations et l'avancement du territoire. En tant que concessionnaire, c'est important de participer, de prendre part à ces rendez-vous qui permettent de savoir comment on avance au niveau de la mobilité électrique en Guadeloupe et quelles sont les actions qui sont mises en place. Aujourd'hui, dans le cadre de ce café thématique organisé par Synergie, il était important pour nous que nous soyons là afin de pouvoir tenir au courant, informer sur les projets mis en place sur le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques. C'est un sujet qui est important sur le territoire parce qu'on a vu au cours de ce café justement, il y a plusieurs enjeux. Donc on connaît l'enjeu environnemental puisque la mobilité sur le territoire représente une forte part des émissions de CO2, mais il y a aussi un enjeu sociétal parce que le budget des ménages en termes de mobilité représente 20% et que sur le territoire en Guadeloupe, on sait que la voiture individuelle, c'est le moyen de transport le plus utilisé, donc 73% à peu près, en dépit des autres types de transport et que ça a un fort impact sur le territoire. Ça a été très bien démontré, mais par contre c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que moi je crois que ça fait au moins 10 ans que j'entends dire que voilà, notre consommation énergétique est bien principalement des transports. Bon, les choses se mettent en place, mais doucement je dirais, voilà. Et sans transition, passons à notre invité du soir. Je reçois sur ce plateau William Corutos. Vous êtes directeur général des services de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, donc de la CARL. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. On va parler de l'actualité de la CARL et des grands sujets qui font partie de cette actualité aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai envie de commencer en disant, voilà un directeur général des services. Quel est le rôle que vous avez au sein de cette communauté d'agglomération ? Alors, le rôle que j'ai au sein de cette communauté d'agglomération en tant que directeur général des services, c'est de mener les politiques publiques pour le développement du territoire et puis d'organiser l'établissement, manager les agents. On a 110 agents à la CARL qui contribuent au quotidien au développement de notre territoire et à accompagner les différentes politiques publiques pour lesquelles on est compétent sur tout le territoire, du Gosier jusqu'à la Désirade. Très bien. Justement, alors rentrons dans le vif du sujet. Il y avait un conseil communautaire hier. On a présenté les grandes orientations budgétaires. Quelles sont les grandes orientations pour cette année 2025 au sein de la CARL ? Donc effectivement, le premier conseil communautaire de l'année s'est tenu hier. Ça s'est très bien passé. Notamment, on a présenté le rapport d'orientation budgétaire aux élus qui a permis aux élus de débattre en fait sur les grandes orientations pour l'année 2025 en matière de budget. Donc on est parti du contexte national qui est un contexte assez émouvant comme on le sait tous avec la loi de finances qui a été votée que très récemment. Et malgré ce contexte incertain, aujourd'hui la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant se porte très bien financièrement. Alors quand on dit se porte très bien, quelle est la situation financière La situation financière, c'est une situation financière où pour le moment l'établissement public n'est pas endetté, où l'établissement public peut réaliser ses projets. On a de nombreux projets sur tout le territoire pour aménager, structurer le territoire, que ce soit en matière de politique publique culturelle, sportive, aussi en matière de gestion des eaux pluviales et de la GEMAPI, qui est une compétence phare de l'établissement, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, pour lesquelles on travaille chaque jour et qui est une attente forte de la population.
Et donc du coup, avec le président, donc Loïc Tonton, qui est aussi maire de la Désirade, il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que l'établissement puisse garder une bonne santé financière afin de pouvoir délivrer le meilleur service public possible aux administrés sans augmenter la pression fiscale. En tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'on va se tenir pour cette année. C'est toujours un sujet sensible, l'augmentation des impôts pour la population. Vous parliez de Loïc Tonton. Aujourd'hui, une visite à la Désirade sur les grands projets qui sont menés à la Désirade. Quels sont les grands chantiers pour cette année 2025 et les années à venir? Alors pour cette année, nous avons énormément de chantiers, encore plus pour les années à venir, mais singulièrement en 2025. La CARL travaille et accompagne toutes ses communes membres, donc du Gosier, en passant par Sainte-Anne, Saint-François, et bien sûr la Désirade. Donc, comme vous l'avez indiqué, nous étions à la Désirade aujourd'hui. Donc je sors tout juste de la Désirade, je sors tout juste du bateau. Et cette visite s'est très bien passée. Hein. On a pu visiter avec les élus communautaires, les élus municipaux aussi de Désirade, tous les chantiers que la CARL a réalisés sur le territoire de Désirade ou accompagnés. Donc j'en veux pour preuve les réfections des voiries en commission d'ouvrage avec la commune de Désirade. On a réalisé pour 3-4 millions de voiries sur le territoire de Désirade, mais aussi sur les autres communes auparavant. Mais l'année dernière, en 2024, on a fait pour 4 millions d'euros de voiries. On a aussi fait de la GEMAPI, la gestion du curage, l'entretien des ravines. On a pu aussi visiter des projets qu'on a accompagnés par le biais de fonds de concours. Donc, ce sont des subventions d'investissement pour les communes. Et donc, là, pour Désirade, on avait notamment un projet de mur de soutènement pour pouvoir préserver le recul du trait de côte sur la plage de Bimao à Désirade, par exemple. Ou encore d'autres projets structurants pour la ville de Désirade, comme des abribus. Et aussi, on a pu parler des projets à venir, des projets qui tiennent particulièrement au maire président et aussi à la municipalité de Désirade. Le plus important. Alors, le plus important, notamment, c'est la création d'une zone d'activité économique en réhabilitant une ancienne école au Souffleur et aussi le projet de centre météorologique sur lequel on va travailler cette année. Ah, donc, il y aura un centre météorologique basé à la Désirade? Oui, il y en a déjà un, mais il est ancien, le bâtiment est vétuste. Et voilà, et donc là, on va travailler à le rénover pour pouvoir créer de l'attractivité sur le territoire. Donc, c'est vraiment l'ambition du président, c'est de créer de l'attractivité, les conditions du développement économique pour tout le territoire de la CARL. Alors, puisqu'on parle de tous les territoires de la CARL, je ne peux pas vous recevoir sur ce plateau. On sait qu'il y a il y a une crise en ce moment, notamment autour de l'eau, avec cette grève au SMGAG. On a vu des communiqués de presse, on a vu des distributions d'eau également organisées au Palais des Sports du Gosier, mais aussi au niveau du pôle administratif de la ville. Comment est-ce que vous gérez cette crise et l'acheminement de l'eau pour la population? Alors, c'est vrai que la CARL, comme tous les EPCI, font partie du SMGAG. Donc, c'est la loi qui a rénové la gouvernance de l'eau, la gestion de l'eau sur le territoire, donc qui date de 2021, septembre 2021, qui a, d'une certaine manière, obligé tous les EPCI à rentrer dans ce syndicat que est le SMGAG, qui gère pour le compte du coup des EPCI l'eau potable, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales urbaines et aussi la défense extérieure pour la sécurité incendie. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette compétence, juridiquement, elle doit être exercée par le syndicat, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec nos élus, notamment sur le suivi de la gestion de ces compétences qui aujourd'hui sont déléguées, qui ont été déléguées, j'ai envie de dire, de force. Monsieur Corruto, je comprends, j'entends, mais je veux dire très concrètement, là, aujourd'hui, on a cette grève, vous palliez plus ou moins avec la distribution d'eau sur le territoire. Surtout le SMGAG en lien avec les communes. Les gens qui regardent veulent savoir, OK, comment est-ce que la CARL gère lorsque ça se passe comme ça? Quand ça se passe comme ça, nous, on essaie de trouver des solutions par rapport aux compétences qu'on a. On peut pas aujourd'hui directement agir sur le volet eau potable. Mais par contre, nous travaillons sur des dispositifs pour accompagner nos administrés, notamment afin d'abord les acteurs économiques afin qu'ils puissent s'équiper en citernes d'eau, de récupération d'eau pluviale, demain aussi en panneaux solaires photovoltaïques sur le volet énergétique, et aussi on a vraiment une réflexion qu'on essaye de mener, mais au-delà de la réflexion, ça va devoir devenir des actions très concrètes, très rapidement. En tout cas, c'est ce sur quoi mes équipes et moi-même nous sommes à la demande des élus, à la demande du président. C'est comment mieux accompagner aussi le SMGAG, syndicat dans lequel nous avons été, vous nous faites partie aujourd'hui, partie intégrante, comme tous les autres PCI du territoire, avec la région et le département. Comment accompagner le SMGAG à faire en sorte de pouvoir trouver des solutions
pour avoir moins de problèmes dans l'avenir par rapport à ce sujet de l'eau, qui est un gros sujet. C'est un sujet pour tout le monde, qui impacte la population, qui nous impacte au quotidien. Et on ne peut pas penser à l'aménagement et au développement d'un territoire sans eau. Et nous poursuivons avec le lancement des espaces tests agricoles à Vieux-Habitants. Avec ces premiers espaces tests agricoles qui ont été inaugurés, ces structures offrent aux porteurs de projets la possibilité d'expérimenter leurs initiatives en conditions réelles avant de se lancer pleinement. D'autres espaces similaires sont prévus ailleurs sur l'île, constituant une véritable opportunité pour dynamiser le secteur agricole local. Tout de suite, le reportage d'Olivier Félix. Nous avons mis en place une convention de partenariat dans l'idée de pouvoir mettre en place sur notre territoire les premiers espaces tests agricoles. Donc c'est une manière de pouvoir tester son activité dans un cadre sécurisé et juridique et de pouvoir effectivement, grâce à ce partenariat, que les porteurs de projets puissent tester donc du coup leur projet dans de bonnes conditions et de pouvoir savoir effectivement si ce projet est viable, rentable et vivable. C'est une manière aussi de promotionner l'enseignement agricole et de mettre en avant les diplômes du ministère de l'Agriculture. Pourquoi Vieux-Habitants? Tout simplement parce que Vieux-Habitants, nous avons un site, nous avons de très beaux espaces, nous avons une très belle parcelle et il s'agissait pour nous de nous dire, on y va en premier. Donc Vieux-Habitants sera le premier espace test lancé sur la Guadeloupe, mais il y en aura d'autres. Il y aura ensuite Petit Canal et pour finir le Lamentin. Il s'agit pour nous d'installer le futur agriculteur sur 5000 m². 5000 m² avec tout l'accompagnement juridique et social qui va avec. Et s'il faut lui rajouter de la formation, nous sommes là de nouveau pour rajouter de la formation. C'est une aubaine. Pour une fois, on voit que les choses se mettent vraiment en place, les choses avancent en partenariat avec toutes les administrations qu'il y a autour. Donc pourquoi pas y aller? Ça nous permettra vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de notre projet et de mettre des projets viables sur pied. Vieux-Habitants était le grenier de la Guadeloupe et maintenant nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de terrains agricoles qui ne sont pas exploités. Donc un projet comme ça permet de mettre en place, d'installer des jeunes et de repartir sur une dynamisme agricole, ce qui était le cœur de notre projet dès le départ. Nous allons partir sur une agriculture maraîchère. Nous avons aussi la possibilité d'aller sur de l'agroforesterie. Donc on pourrait allier les deux. Il s'agira pour nous de trouver avec le futur agriculteur le dispositif, le maillage qui lui convient le mieux pour pouvoir vivre de son métier, vivre de sa parcelle. Et c'est lui qui va définir en fait s'il ne fera que du maraîchage, s'il fera de l'animal ou que du végétal. C'est vraiment l'accompagner dans son projet. Donc c'est d'abord son projet. Je crois que sincèrement, c'est la meilleure formule qu'on a pu trouver. Et je félicite les personnes qui ont été acteurs de ce projet-là. Il fallait vraiment allier la formation, la mise en pratique concrète des agriculteurs de l'activité agricole en elle-même, et puis le volet accompagnement est quand même primordial, de façon à pas démotiver les jeunes, à les encourager à se former et à pérenniser leur activité dans le futur. Il faut vraiment qu'on renouvelle les générations. Il faut qu'on arrive à donner l'envie aux jeunes de s'initier dans ce métier-là. Et c'est vrai que l'accompagnement qu'on va leur donner à travers ce type de projet-là ne peut être que bénéfique. Et après l'agriculture, parlons de la mer avec cette régate, la régate Zion 2025, qui se tiendra notamment au pourtour de Gourbert et de Vieux-Fort, qui rassemble une trentaine de bateaux pour une compétition amicale et festive. Cette année, une initiative originale accompagne l'événement, un appel aux dons et aux t-shirts unis, neufs ou usagés, destinés à être floqués par l'atelier Casabroc. Cette collaboration vise à promouvoir le recyclage textile et à soutenir les actions locales en faveur du développement durable. C'est Solène Fèvre qui nous en dit plus dans ce reportage. Vraiment de cette conférence, en plus évidemment de vous présenter l'événement, c'est un appel aux dons de pouvoir amener dans le réseau Casabroc des t-shirts coton unis qu'on va pouvoir réemployer et donc amener alors t-shirts ou n'importe quelle forme, débardeurs, femmes, hommes, enfants, t-shirts manches longues. On s'adresse aussi aux marques distributeurs, on a vu Kiabi qui nous a déjà aidés. Si des distributeurs ont des invendus ou même la volonté de nous aider, on les accueille les bras ouverts. Quand la Zion m'a demandé, écoutez,
ça serait intéressant qu'on s'unisse dans cette démarche-là. Je dis mais oui, mais tout de suite, parce qu'en fait c'est de toucher le maximum de public à tout niveau. Et le monde de la voile, étant donné qu'il y a beaucoup de connexions, donc je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Donc ça serait avec nous en fait la récupération des textiles à Casa, puisque c'est ce qu'on fait déjà. Les gens connaissent Casa Broc au niveau de l'aéroport, qu'ils puissent amener les t-shirts unis. D'occasion, hein, c'est justement ça le truc, et qu'après nous on remette ces t-shirts à la Zion pour qu'ils soient à UCA, qu'ils soient floqués, et après il y a pas que le support t-shirt matériel, il y a aussi la philosophie derrière, justement démontrer aux gens que c'est possible d'utiliser de la matière existante et non pas taper forcément dans le neuf. La Zion, c'est une régate qu'on organise depuis 2008 à Vieux-Fort en Basse-Terre. On devrait être autour de la trentaine de bateaux entre la régate et les rallyes. Je vous expliquerai un petit peu la nuance tout à l'heure. Et en canot, là pour la première fois, on fait une véritable course officielle avec la NASA et la classe des canots Saint-Ouen. Et on espère avoir le maximum des coureurs de la flotte, soit autour de 20, 30. Je crois qu'il y a actuellement 40 canots quasiment inscrits, qui régatent cette année régulièrement dans la classe. Et c'est aussi l'occasion de rassembler les communes du sud Basse-Terre, et Brourbert nous a accueillis évidemment à bras ouverts. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.